Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés parce que moi c'est le cas. Aujourd'hui je lance enfin une nouvelle série de vidéos. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram, d'ailleurs pour tous ceux qui ne me suivent pas encore sur ce réseau, je vous invite à le faire. Ça fait des années honnêtement que je me dis qu'il faudrait que je me mette au logiciel DaVinci Resolve, qu'il faut que je me forme un peu plus sérieusement à l'étalonnage vidéo. Mais jusqu'à maintenant c'est vrai que j'avais un petit peu du mal à quitter le confort peut-être que j'avais sur Premiere Pro et à essayer de découvrir de nouveaux logiciels. Du coup je me suis motivé, je vous ai préparé toute une série de vidéos de découverte sur le logiciel DaVinci Resolve. Il y a précisément 11 vidéos. En fait, Blackmagic propose plusieurs guides, dont un sur DaVinci Resolve 16. C'est un guide en anglais, il est très bien fait, très complet, et en plus, Blackmagic met à notre disposition les projets et les médias en référence au guide. Donc c'est vraiment génial, et du coup, je me suis dit, au lieu de faire ça de mon côté, dans mon coin, autant le partager avec vous, et peut-être on va se motiver mutuellement. J'ai demandé bien sûr l'autorisation à Blackmagic, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais reprendre leur guide pour réaliser mes vidéos. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo et vous aussi, vous pouvez télécharger les mêmes rushs que je vais utiliser tout au long de cette série de vidéos. Du coup, je vous ai préparé 11 vidéos qui font le tour de la grande majorité des fonctionnalités de DaVinci Resolve. Je pense que c'est une bonne base pour découvrir et débuter sur ce logiciel. Alors DaVinci Resolve, si tu ne le sais pas encore, il existe en deux versions. Il y a la version gratuite et la version payante, qu'on appelle la version studio. Bien entendu, vous pouvez commencer par la version gratuite pour voir si le logiciel vous correspond, si vous n'êtes pas perdu et qu'il répond à vos besoins. Et contrairement à la plupart des logiciels de création gratuits, sur celui-là, vous n'avez aucune watermark pour l'export. On a accès quasiment à toutes les fonctionnalités du logiciel. Vous pouvez faire un montage de A à Z sans aucun souci avec la version gratuite. D'ailleurs, les 11 vidéos que vous allez voir ont été travaillées sur la version gratuite. Bien sûr, la version payante, la version studio est plus complet. Vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités, tous les effets du logiciel sans aucune limite. Alors combien ça coûte? Eh bien, je vous donne tout de suite le prix. La version studio coûte 269 €. Alors ça vous paraît peut-être un peu cher dit comme ça, mais attention, ce n'est pas un abonnement. 269 €, c'est le prix à l'achat. Ensuite, vous possédez le logiciel à vie. Et moi, perso, avec l'abonnement Adobe, j'ai largement dépassé ce prix-là. Alors, pour télécharger le logiciel, c'est très simple, ça se passe sur leur site. Vous avez le choix entre la version gratuite ou la version studio. Ce logiciel est disponible sur Windows, sur Mac et sur Linux. Je vous affiche également les configurations minimales conseillées pour faire tourner correctement le logiciel. Généralement, ils ont tendance à conseiller 16 Go de RAM, 32 Go, on va être beaucoup plus confortable. Un processeur plutôt récent avec pas mal de cœurs, un i7 ou alors un i9, c'est encore mieux. Et le GPU, la carte graphique, c'est peut-être un peu plus important. C'est vrai que ça l'est moins sur les logiciels comme Premiere Pro, mais DaVinci Resolve a tendance à pas mal utiliser la carte graphique. Essayez d'avoir au minimum 4 Go de RAM. Si vous avez 6 ou 8 ou plus, c'est encore mieux. Après, n'hésitez pas à tester la version gratuite sur la config que vous possédez actuellement. Ça devrait tourner en principe. Après, selon les performances de vos composants, vous aurez peut-être quelques lacunes, quelques ralentissements à certains endroits. Là, moi, j'ai travaillé cette série de vidéos sur le Asus ZenBook Pro Duo. Le logiciel fonctionne parfaitement bien dessus. Là, c'est la version i7 avec 32 Go de RAM. Alors là, je suis sur la version 16.2.2, c'est le premier épisode. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la nouvelle interface de DaVinci Resolve qui est arrivée avec la version 16, c'est la Cut Page. Si vous débutez sur le logiciel ou même si vous débutez de manière plus large dans la pratique du montage vidéo, ça va être l'interface à utiliser. C'est une sorte de version simplifiée, plus rapide que l'Edit Page, mais elle propose également de nouvelles fonctionnalités. L'interface devrait être assez intuitive pour vous. Alors dans le gestionnaire de projet, on va ouvrir le projet Untitled et on va ouvrir en bas de l'interface la page Cut. L'interface de travail de la page Cut est plutôt simple. En haut à gauche, c'est le Media Pool, c'est un peu la fenêtre projet de Premiere. À droite, on a la Preview, donc c'est le moniteur source, et juste à côté, encore à droite, on retrouve l'audiomètre. Et puis en bas, on a la double timeline, on va en parler dans quelques minutes, et au centre, on a quelques options d'outils. Alors le Media Pool, c'est ici qu'on va importer les médias. C'est un peu comme je vous l'ai dit, la fenêtre projet de Premiere Pro. En haut de la fenêtre de médias, on a deux options d'importation. On peut soit importer un fichier individuel ou directement un dossier avec plusieurs fichiers à l'intérieur. On va ensuite chercher nos médias. Je trouve le dossier de la leçon. Maintenant, si les rushs
importés ont une résolution différente et une cadence différente du projet d'origine. Comme avec Premiere Pro, DaVinci te demande si tu veux faire correspondre les caractéristiques des plans importés à ceux du projet ou non. Là, on va cliquer sur changer pour que Resolve fasse correspondre ces caractéristiques à celles des rushes importés. Là, tous les rushes sont importés et rangés dans un bin, donc dans un dossier. C'est le dossier maître, c'est celui que j'ai importé. Si on double-clique dessus, on retrouve bien tous nos rushes. À tout moment, on peut rajouter de nouveaux dossiers, que ce soit dans celui-là ou dans la partie master. Tu peux faire un clic droit dans le media pool, ou alors tu peux cliquer sur le petit symbole ici, puis Add Bin. Donc ça c'est la base, c'est très important, ça permet de ranger, d'organiser un projet et ses différents rushs pour optimiser l'expérience et la qualité du travail sur votre logiciel. C'est le même principe que les chutiers dans Premiere Pro. Tu peux également organiser ton projet sur la partie droite. On peut les ranger par timecode, caméra, durée ou le nom du clip. Ensuite, avant d'aller plus loin, on va sauvegarder notre projet. On va dans le menu File, Save Project et on va lui donner le titre du show. Une fois qu'on a nos médias dans un dossier, on peut commencer à les lire dans le moniteur source. Pour les afficher dans le moniteur source, il faut double-cliquer sur le clip. Tu remarques qu'on a aussi la piste audio avec la waveform qui s'affiche. On peut déplacer le curseur pour faire bouger la tête de lecture à l'endroit souhaité. Ensuite, on peut appuyer sur la barre espace ou le bouton de lecture. À côté, on a le bouton stop. Tu remarques aussi qu'on peut faire défiler rapidement la vidéo en passant la souris sur les miniatures au niveau du media pool. C'est la même chose avec Premiere. Alors ensuite, on peut commencer à présélectionner la partie du plan qui nous intéresse. Par exemple là, sur le Master 1, on a un peu de vide, un peu de silence avant que les actrices prennent la parole. Donc on peut sélectionner le petit rectangle blanc au début et on le déplace vers la droite. Tu remarques qu'au moment où on le sélectionne, on a une sorte de deuxième piste vidéo qui s'affiche avec une miniature image par image de la séquence. Ça c'est pas mal, ça permet de savoir exactement combien d'images on enlève ou on rajoute à notre sélection. On peut également utiliser le raccourci universel I pour placer le point in et le raccourci O pour placer le point out, le point de sortie. Maintenant, pour commencer le montage, on va glisser le fichier Master 1 sur la timeline. Quand tu ajoutes un clip à une timeline vide, ça va créer une sorte de nouvelle séquence, c'est comme ça qu'on l'appelle sur Premiere Pro. Sur DaVinci, ils appellent ça la timeline et elle va être enregistrée dans le master bin, le dossier maître qu'on a vu tout à l'heure. Là, on retrouve bien notre rush, il s'appelle Timeline 1. Par défaut, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle timeline, elle va s'enregistrer à la base du media pool dans le dossier maître. Donc ça, c'est assez intéressant, ça permet de les retrouver facilement. Alors la présentation de la timeline, tu le vois, elle est un peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, notamment par rapport à Premiere Pro. Là, en fait, ce qui change, c'est qu'on a deux timelines. Alors la timeline du bas, c'est du classique, on a l'image du clip vidéo avec sa waveform audio. Par contre la timeline du haut, ça c'est un peu nouveau par rapport à Premiere, en fait elle affiche la totalité de l'histoire, la totalité du montage. On peut déplacer le curseur où on veut dans la timeline, l'image du moniteur source suit évidemment le placement, la position du curseur de lecture. Et c'est pareil avec la timeline du bas, la différence par rapport à l'autre, c'est que celle-ci est plus zoomée et puis le curseur de cette timeline est fixe. Il est positionné au centre de l'interface, c'est la timeline en fait qui va bouger autour. Donc là l'introduction est un peu trop longue, on va couper le plan pour avoir un début un petit peu plus rapide. On va faire la coupe juste après que le chef ait dit spaghettini, on place la tête de lecture à cet endroit-là. Ensuite, pour couper un clip, il faut cliquer sur l'outil ciseau, l'outil de coupe. Automatiquement, le rush est scindé en deux à l'endroit où est positionnée la tête de lecture. Si je déplace la tête de lecture, on voit bien la coupe. Tu peux aussi faire un clic droit sur la timeline, puis on va cliquer sur Split. On peut aussi faire un clic droit sur le sommet de la tête de lecture et là on retrouve l'option du ciseau. Je te conseille aussi d'utiliser le raccourci CTRL+B ou Commande+B sur Mac, ça ira plus vite. Maintenant tu peux aussi modifier les raccourcis, pour ça on va dans le menu DaVinci Resolve, puis Keyboard Customization et regarde si tu as été formé sur un autre logiciel de montage, tu peux demander à DaVinci de reprendre les raccourcis provenant de logiciels différents. Tu as Final Cut, Avid et aussi Premiere Pro. Alors pour l'instant, moi je vais laisser les raccourcis par défaut pour cette série de vidéos, comme ça on est sûr qu'on a bien tous les mêmes. Après, moi personnellement, je pense que je reprendrai peut-être ceux de Premiere Pro comme j'ai vraiment l'habitude de travailler avec. Et puis également, je précise que pour cette série de tutoriels, j'ai laissé le logiciel en anglais. Voilà, je préfère m'habituer tout de suite aux commandes en anglais, mais sachez qu'on peut très bien le mettre en français. Donc là, j'ai bien fait mon cut, je peux supprimer ensuite le plan
assez facilement avec la touche Delete. Je reviens un peu sur l'importation des médias dans la timeline et la présélection des rushs avec le In et Out. Pour l'instant, on va afficher le moniteur source. On a vu que pour l'ouvrir, il suffisait de double-cliquer sur un des rushs du media pool. Et ensuite, quand tu veux passer d'un clip à un autre, il faut resélectionner le prochain clip manuellement. Maintenant, cette interface, la Cut Page, te propose un autre mode d'affichage. C'est ce qu'ils appellent le Source Tape. Il se trouve juste ici, en haut à gauche du visualiseur. Et là, l'intérêt, c'est qu'il va afficher tous les clips de ton dossier, de ton bin dans la prévisualisation. Tu vois que chaque plan est séparé par un trait blanc. Et maintenant, en utilisant les flèches directionnelles haut et bas du clavier, je peux passer au clip suivant. Il apparaît tout de suite dans le moniteur Source Tape, je peux lancer la lecture, faire mon in et out et ainsi de suite. Donc ça va te faire gagner du temps et ça évite en fait d'avoir une manipulation supplémentaire. C'est pratique notamment si tu utilises que le trackpad et que tu n'as pas de souris. Tu remarques à côté du Source Tape, on a le moniteur de la timeline. Dès que tu sélectionnes la tête de lecture de la timeline ou autre chose mais un endroit sur la timeline, tu vas passer automatiquement sur ce mode. Ensuite, quand tu veux visualiser tous tes clips, pour trouver un moment, une scène en particulier, tu peux utiliser le bouton Fast Review. Ça va lancer la lecture à pleine vitesse, ça permet de visualiser un clip plus rapidement sans louper de moment. Et quand la lecture arrive sur des plans plus petits, la vitesse de lecture diminue et s'adapte en fonction de la durée du rush, comme ça tu es sûr de ne pas louper un moment. Quand tu es sur la timeline, tu peux utiliser le raccourci L pour accélérer la lecture, c'est comme avec Premiere Pro. Ensuite, on va voir d'autres méthodes pour intégrer un plan sur la timeline. On va aller à la fin du source tape et on va sélectionner le plan de fin. Je fais un point in, un point d'entrée, à peu près au moment où elles se mettent à goûter la préparation. Et puis on va faire un point out, un point de sortie, juste après qu'elle nous ait dit « Make sure you join us next time ». Voilà, ensuite on va sur la barre d'outils et on va cliquer sur Append. Ce symbole-là, ça va tout simplement ajouter le plan qu'on vient de sélectionner à la fin du montage sur la timeline. Et ce, peu importe où est placée la tête de lecture. D'ailleurs, sur la timeline supérieure, on remarque bien la coupe qui sépare les deux plans. Ensuite, on va voir une méthode plus précise pour effectuer un point in et out. Toujours dans le source tape, on va aller au niveau de la fin du premier clip, au moment où le chef tient les pattes à la main. On place le point in, puis on va venir ajuster la position du point in image par image avec cette option. C'est le Scratch Trim, et ça vous allez surtout l'utiliser avec le source tape. Quand tous les plans du dossier sont positionnés les uns à la suite des autres, les plans sont compressés, donc ça va permettre d'avoir une sélection plus précise. On a aussi la waveform audio qui s'affiche pour ajuster la coupe en fonction de l'audio. Donc on va placer précisément le point in juste avant que la chef nous dise « So this is spaghettini ». Ensuite, tu peux utiliser le raccourci Maj+I pour positionner précisément la tête de lecture directement au point in. On va aller chercher notre point out, on va chercher l'endroit où on entend la phrase « So what are we moving on to ?» Sometimes it's called angel hair pasta. Nice. Okay, so what are we moving on to? On pose le point de sortie, puis même procédé, on ajuste la sélection avec le Scratch Trim. Alors, on a vu qu'on pouvait ajouter un plan simplement avec la commande Append. Maintenant, si on veut intégrer ce plan entre les deux plans qu'on a sur la timeline, eh bien, on peut simplement le glisser à partir du moniteur source et l'emmener entre les deux plans sur la timeline supérieure. Tu vois qu'il se glisse tout de suite entre les deux plans, et là, on a juste déplacé le clip de fin, on n'a écrasé aucune matière. Alors j'ai encore d'autres commandes à vous montrer, on va retourner au source tape, on va chercher le moment où les flammes apparaissent. Et là, un peu comme avec le Scratch Trim, on va utiliser le Jog Control. Alors ça ne déplace pas le point d'entrée cette fois-ci, mais ça permet de contrôler la vitesse de la tête de lecture et de déplacer le visualiseur image par image pour affiner la position de notre tête de lecture. Ensuite, on n'a plus qu'à utiliser les raccourcis pour le point in et out. On va repérer le moment où elle dit « Caramelize beautifully ». On fait un point in ici, juste avant le « So here we go ». Puis ensuite, le point out, on va le placer juste après que la chef ait dit sourcil OK. Ce que j'aime bien avec ces commandes, c'est qu'on a toujours l'audio d'activer, donc même si le son est au ralenti, on peut se référencer à ce qu'on entend et à la waveform du clip qu'on visualise. Ensuite, regarde, je vais placer la tête de lecture proche du plan de fin, mais je ne vais pas la positionner à l'endroit exact
de la coupe, je la mets un petit peu avant. Maintenant, il y a une autre option d'importation de clips dans la timeline qu'on n'a pas encore vue, c'est le Smart Insert. En fait, le logiciel va intégrer ton plan à la coupe la plus proche de la tête de lecture et donc il va s'intercaler avant le plan de fin. Okay, so what are we moving on to? So here we go. Oh, wow. That's really warm, so make sure you step back when you do that one. Eyebrows okay? Dig in. Tuck in. Je te remontre un autre exemple. On va placer la tête de lecture de la timeline proche du point d'entrée du plan qu'on vient d'insérer. Tu remarques que sur la timeline du bas, au-dessus de la coupe du plan d'entrée, il y a un petit indicateur, une petite flèche blanche. En fait, ça indique justement la coupe la plus proche de la tête de lecture. Et donc, si j'utilise encore le Smart Insert, le plan s'importera à cet endroit-là. Donc, on retourne aux source tape. On peut utiliser le raccourci Q pour ça. On va aller sur le troisième plan. C'est la vue de côté. Ça va nous permettre de camoufler en fait les jump cuts. Encore une fois, on peut se servir du jog control pour choisir précisément notre point d'entrée. On va le placer juste après qu'elle ait dit il y a un peu de technique ici, n'est-ce pas? Puis de la même façon, on va chercher le point out. On le place juste après la phrase a bit of muscle et juste après le rire. Crunch down all the way through. Little bit of Maintenant, on peut réutiliser le Smart Insert. Le plan se place bien à l'endroit de la coupe avec l'indicateur, la coupe qui était la plus proche de la tête de lecture. Donc là, on commence à avoir un bon début de timeline. On a un aperçu de la structure globale avec la timeline supérieure. Ensuite, toujours avec cette nouvelle interface, la Cut Page, DaVinci nous propose une fonction qui permet de déterminer quel clip est un peu trop long ou quel clip est un peu trop court dans notre montage sur la timeline. C'est ce qu'on appelle le Boring Detector, le détecteur d'ennui. Il se trouve juste ici, tout à gauche de l'interface. Quand tu cliques dessus, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et à partir de là, tu as deux options paramétrables. Le Boring Clip, c'est ici qu'on peut entrer une valeur à partir de laquelle le logiciel jugera que ton clip est trop long. Nous, on va mettre 15 secondes. C'est déjà pas mal. Et pareil pour les clips les plus courts. Par défaut, c'est sur 5 secondes, on va le laisser comme ça. On va cliquer sur Analyser et regarde ce qu'il m'a fait. Il a surligné toutes les zones des clips qui dépassent 15 secondes. Ces zones, elles sont visibles sur les deux timelines. Si on modifie la durée d'un plan, la zone va s'adapter en temps réel. Donc là, on le voit, l'intro est un peu trop longue, ça pourrait être bien de la rythmer avec un gros plan. Alors là, on n'en a pas de gros plan, mais il y a une fonction qui va pouvoir nous aider. On va placer le curseur juste après qu'elle ait dit « really quick ». He's going to show us really quick. Ensuite, on va activer la commande Close-Up. En fait, ça va créer automatiquement un gros plan d'une durée de 5 secondes. Ça duplique la partie à laquelle était placée la tête de lecture sur la deuxième piste pendant les 5 secondes qui suivent. Le logiciel utilise une sorte d'intelligence artificielle qui localise automatiquement les visages dans le plan et va zoomer dessus. Après, il est possible de modifier la durée par défaut de 5 secondes du close-up. Il faut aller dans le menu DaVinci Resolve, Préférences, on va sur User, puis sur Editing, et là on peut modifier la durée générée par défaut pour les effets. Alors on continue le montage, on va ajouter un des top shots, celui avec le plan de travail, et on va le positionner entre la fin du close-up qu'on vient de rajouter et la coupe de fin du premier plan sur la piste 1. Alors cette fois-ci, on va faire directement un point in et out sur la timeline pour bien cibler cette zone. Ensuite, on retourne sur le source tape, on va chercher notre top shot, je marque le point d'entrée à partir du moment où le chef saisit le poivre. Et là, on n'a pas besoin de faire un point de sortie parce qu'on a déjà délimité l'emplacement sur la timeline. Maintenant, on va aller chercher la commande Place on Top. Voilà, le plan s'est bien placé au-dessus de la piste 1, juste après le close-up, exactement à l'endroit où on a fait le point in et out. Cette commande a ajouté uniquement l'image et a conservé l'audio, par contre, de la piste 1. Et tu remarques que la partie que le Boring Detector avait ciblée, elle a maintenant disparu. Allez, je te remonte le début de notre montage. Joining us here at Quick to Cook, my name's Elmira, and we have a special guest today, Emma, who's going to show us a really quick, really fast dish that you can whip up at home. Isn't that right? Absolutely. So we're going to cook this together. I'm so excited to share with you this dish, one of my favourites. It's a prawn and basil spaghettini. So this is spaghettini. It's like a thinner style spaghetti. Alors on poursuit, on va essayer de dynamiser le clip de fin. Il dure un peu trop longtemps sur le même plan. Donc là au début du plan, elles sont en train de goûter les nouilles. On pourrait remplacer ces images par autre chose. Donc on va placer un cut juste avant que le chef
se tourne vers la caméra. On peut cliquer soit sur le split button ou utiliser le raccourci CTRL+B. Ensuite, on place la tête de lecture où on veut le long du clip qu'on va remplacer. On retourne sur le source tape. Je rappelle, le raccourci, c'est la lettre Q. Pour se déplacer, on a vu qu'on pouvait bouger la tête de lecture ou faire play, mais on peut aussi cliquer sur la commande pour passer d'un clip à un autre. On va chercher le plan avec l'assiette vide. On fait un point in au début du plan. On place le point out juste après qu'elle ait dit Micro Basil. And then I'm going to snip off some of the micro basil. On peut ajuster la sélection avec le jog control. Ensuite, cette fois-ci, on va aller chercher la commande Ripple Overwrite. Ça va remplacer le plan où se situe la tête de lecture avec le plan source. Si la durée de ce plan est différente que celle du plan écrasé, eh bien le logiciel prend toujours en compte la durée du plan source. Alors tu remarques qu'on a encore une zone soulignée par le détecteur d'ennui. Ça pourrait être bien d'avoir là un autre plan avec un point de vue différent pendant qu'elle coupe l'aliment. Pour ça, on va utiliser l'option Sync Bin. En fait, ça va nous afficher toutes les caméras qui sont disponibles à ce moment précis du timecode. Là, ce tournage en cuisine, il a été tourné en multicaméra et chacune d'entre elles avait un timecode réglé sur le temps de la journée. Et avec l'option Sync Bin, le logiciel va nous faire apparaître les autres angles disponibles à ce timecode précis par rapport à l'endroit où on a positionné la tête de lecture. Donc là, dans la nouvelle fenêtre, on a une sorte de timeline supplémentaire avec les différents plans disponibles. Et sur le visualiseur, on a l'affichage d'un multicam. On a 9 caméras et on peut visualiser en direct les caméras qui ont tourné à ce moment-là précis. Donc on va positionner la tête de lecture au moment où on souhaite changer d'angle. On va la placer juste avant qu'elle ait dit Cutting the prawn in half. And what it is literally just cutting the prawn in half. On retourne sur la vue du multicam, on va sélectionner la caméra numéro 2. Là, le point in est automatiquement créé à l'endroit où la tête de lecture est placée et le point out est créé par défaut 5 secondes plus tard. Ensuite, pour ajouter ce plan à la timeline, on va utiliser la commande Source Overwrite. En fait, ça va ajouter les nouvelles caméras au-dessus des pistes vidéo existantes. Et là, avec le Sync Bin, le raccord est parfait. Je remets ma tête de lecture à la fin de ce plan et maintenant on va rajouter la caméra 4 avec le top shot sur le plan de travail. Alors ensuite, on peut modifier les points d'entrée et de sortie. On va juste changer le point out avec le scratch trim. On le ramène un peu sur la gauche au moment où elle ouvre la deuxième crevette. Puis on réutilise la commande Source Overwrite. Le plan s'est bien placé à la suite là où la tête de lecture était placée. Alors là, comme je viens de faire une action sur la timeline, la vue du visualiseur a changé, sinon on peut l'activer manuellement juste ici. Donc ça, c'est pour te montrer la fonction du multicam. C'est vraiment très utile. Après, ça peut arriver que tes caméras n'aient pas les mêmes timecodes. Pour ça, dans la fenêtre du Media Pool, on va cliquer sur ce bouton, le Sync Clips, et là tu peux régler le mode de synchronisation. Alors par défaut, on est sur le timecode, mais tu peux aussi le régler en fonction de l'audio ou en fonction du point in et out. Si on clique sur l'audio, le logiciel va synchroniser tous les plans en fonction de leur waveform audio. Avec le in et out, le logiciel synchronise tous les plans en fonction du point d'entrée ou de sortie que tu auras choisi. Nous, dans notre cas, on va conserver la synchronisation par timecode, on appuie sur Sync, puis Save Sync. On remarque que sur chacun des plans, on a le symbole de synchronisation, ça permet d'identifier les plans qu'on a synchronisés assez rapidement. Bon, ensuite on a l'outil classique de trim, on va placer la tête de lecture au début du plan, juste avant le dernier clip. Quand on déplace le curseur proche d'une coupe, on a le Ripple Trim qui apparaît, on va pouvoir modifier le point in du clip. À ce moment-là, le moniteur source affiche deux sources, à gauche la dernière image du plan précédent et à droite la première image du plan qui suit. Donc ça permet de voir comment les plans vont ensemble. Là on va ramener le point d'entrée juste avant que le plat entre dans le champ. Tu peux également utiliser l'outil de trim avec la timeline supérieure, ça va être utile surtout quand tu as des changements de cut plus importants à faire dans ton montage. Ensuite, je vais ramener la tête de lecture au niveau du deuxième plan de la piste 1. On veut réduire la fin du plan juste après que la chef ait dit « It's called Angle Air Pasta ». Donc on va utiliser, même chose, l'outil de trim. On peut l'utiliser directement à partir de la timeline supérieure. Et automatiquement, les plans qui suivent ont été recollés. L'espace a été tout de suite supprimé. Sometimes it's called angel hair pasta. Yeah, so butterfly, it's a nice. Ensuite, on va aller au début du troisième clip de la piste 1, c'est la vue de côté où le chef coupe les crevettes.
Là, on veut juste supprimer le yeah du début. On va utiliser le Ripple Trim pour l'enlever. Par exemple, on peut juste cliquer une fois pour activer le trim sur le moniteur source et ensuite on peut le décaler image par image avec les deux flèches. Bon, ça c'est des outils que tu connais certainement déjà sur ton logiciel de montage habituel. Ensuite, on a l'outil Rolling Trim. Contrairement à l'outil précédent, là, on va pouvoir modifier le point out et le point in d'une coupe. On va aller sur la deuxième paire de plans de la piste 2 au moment où elle coupe les crevettes. Sur la timeline, on sélectionne la coupe entre les deux plans, puis on la déplace jusqu'au moment où elle place la paume sur le couteau. Le raccord est un peu plus dynamique, on a déplacé une coupe sans modifier la durée totale du montage. Crunch down all the way through. A little bit of lovely. muscle. Yeah. Ensuite, le premier plan de la piste 2, le plan du close-up, il n'est pas très heureux. Ça serait bien que le gros plan apparaisse uniquement après que la présentatrice se soit tournée vers la chef. Donc il suffit de sélectionner le bord du plan et de le tirer vers la droite. Ensuite, on a aussi le Sleeping Clip. C'est le même fonctionnement que dans Premiere, ça permet de modifier le point in et out d'un clip sans modifier sa longueur et sa durée. On va amener la tête de lecture sur le deuxième plan de la piste 2. Cette fois-ci, il suffit de sélectionner l'icône qui se trouve au milieu du clip sur la timeline inférieure, puis de la glisser dans un sens ou dans un autre. À ce moment-là, l'affichage du moniteur source s'est modifié. On a 4 images avec les points in et out du plan sélectionné et les deux plans qui l'entourent. Ok, donc là pour l'instant, on vient de voir globalement le fonctionnement de la cut page au niveau du montage vidéo et de ses différents outils. Maintenant, on va parler un petit peu de mixage audio. Toujours dans la cut page. Alors après, il y aura une vidéo dédiée au mixage audio sur DaVinci avec un autre espace de travail. Je vais commencer par importer un fichier audio. C'est comme avec les rushs, il arrive dans mon dossier. Ensuite, je double-clique dessus pour l'ouvrir dans le moniteur source. Alors là encore, j'aime beaucoup l'affichage qui nous est proposé. On a à la fois une vue d'ensemble avec la waveform du bas et une waveform zoomée où on va pouvoir clairement discerner chaque onde. Alors pour l'instant, dans notre montage, on a une seule piste audio qui est liée à la piste vidéo. Et tu vois qu'elle est inscrite justement dans la piste vidéo. Pour importer notre musique dans la timeline, on va glisser le fichier à partir du moniteur source vers la timeline supérieure. On va la mettre en dessous des pistes vidéo et automatiquement une première piste audio s'est créée. Tu vois, on a la piste A1. Donc là c'est bien, on a un fond musical. Maintenant le niveau sonore est un peu trop fort. Il faut privilégier quand même les dialogues. Donc on va sélectionner la piste audio puis cliquer sur la commande Tools. Ça nous donne accès à différents types de contrôles pour la vidéo et l'audio. Là nous le symbole audio est déjà activé. Donc on va envoyer la tête de lecture au début du montage. On va faire play et en même temps on va ajuster le niveau audio en tirant le curseur avec le haut-parleur sur la gauche de manière à avoir un niveau plus correct. Welcome to the show. Thank you so much for joining us here at Quick to Cook. My name's Elmira and we have a special guest today, Emma, who's going to show us a really quick, really fast dish that Voilà, on est pas mal, on entend plutôt bien la voix de nos sujets. Maintenant, on remarque qu'au niveau des plans qu'on a ajoutés sur la piste vidéo 2, les deux derniers, ils contiennent aussi de l'audio. Donc là, le niveau audio est particulièrement élevé à cet endroit-là. Donc soit on désactive la piste, on mute complètement la piste 2, il suffit de cliquer sur ce petit symbole, soit on peut désactiver l'audio de manière ciblée. On va sélectionner les deux clips de la piste 2, puis sur la timeline du bas, on fait un clip droit, puis mute. Donc voilà, les niveaux audio sont à peu près corrects. Maintenant, on va parler un peu de transition. On va aller au dernier cut, on va placer la tête de lecture proche du cut, mais pas dessus. Il faut juste apercevoir le petit indicateur du plan qui signifie que c'est bien la coupe la plus proche de la tête de lecture. Ensuite, dans la barre d'outils, on va cliquer sur Dissolve, c'est tout simplement un fondu enchaîné. Et tu vois, la transition s'applique directement entre nos deux plans. Par défaut, la transition dure 1 seconde. La transition apparaît sur les deux timelines. On peut modifier, bien entendu, sa durée. Tu vois, quand on approche le curseur de la transition, le symbole change. On clique et on le déplace. Sur la timeline du bas, on nous affiche la durée totale de l'animation et le nombre de millisecondes que tu lui rajoutes. On va faire une autre transition au début du plan de la piste 2. Donc on place la tête de lecture proche de la coupe, puis on clique sur le fondu. Là, ça marche moyennement. Si on veut enlever la transition, on peut tout simplement cliquer sur la commande Cut. On a encore une transition à voir, on va aller au deuxième clip de la piste 1. Là, l'idée, ça va être de retirer le les petites hésitations. Pour ça, on va d'abord verrouiller la piste audio avec la musique, comme ça on est sûr qu'on ne va pas le modifier. On place la tête de lecture juste avant le E.
on fait un cut, on replace la tête de lecture juste après et on fait également une coupe. On peut utiliser le raccourci CTRL+B ou commande+B. Ensuite, on peut supprimer la partie au centre, la suite du montage est automatiquement raccordée. Donc là, ça passe bien, mais maintenant on a un jump cut dans notre montage. C'est là que le troisième outil de transition va être utile. On approche la tête de lecture au niveau du cut, on va cliquer sur Smooth Cut, c'est l'option pour adoucir la coupe. En fait, le logiciel va générer les images manquantes entre les plans. Ça a tendance à mieux fonctionner quand la transition est courte, qu'elle s'étend que sur 3-4 images. Donc on va cliquer une fois sur la transition, ça active l'affichage double sur le moniteur source. Maintenant, on va pouvoir ajuster précisément, image par image, la durée de la transition. On sélectionne un bord et on va le tirer vers le centre jusqu'à ce qu'il y ait 4 images de chaque côté. Et là, ça fonctionne plutôt bien parce que les deux plans étaient très similaires et qu'on avait coupé juste quelques images. Donc les actions étaient très peu éloignées. Maintenant, si tu as des actions radicalement différentes, des positions très différentes, eh bien là, ça ne fonctionnera pas. Mais par exemple pour du blog, des facecam YouTube où tu parles devant la caméra, si tu as des jump cuts, tu peux essayer cette technique pour les camoufler. Alors là, ça a aussi fait réapparaître un petit peu l'hésitation au niveau de la piste audio. Elle aussi, elle a subi en fait la transition. Donc je peux ajuster les coupes pour enlever un peu de matière à cet endroit-là. Et tu remarques que la transition, par contre, ne change pas, elle ne disparaît pas quand tu utilises le trim pour modifier la durée d'un plan. Donc on vient de voir les 3 transitions par défaut qui sont situées dans la barre d'outils. Maintenant, DaVinci propose toute une librairie de transition. Je vais placer la tête de lecture proche du dernier cut de notre montage, là où on a fait notre transition enchaînée. Ensuite, en haut de l'interface du logiciel, on va cliquer sur Transition. Après, on a juste à glisser la transition de notre choix sur la coupe. Ça va remplacer la transition précédente. On va prendre le Deep to Color Dissolve. C'est un fondu enchaîné au blanc. Si jamais tu veux appliquer une transition à plusieurs coupes en même temps, c'est possible. Tu peux par exemple sélectionner tous les clips de la timeline, puis toujours dans la catégorie transition, on fait un clic droit sur la transition qui nous intéresse, puis on va sur Add to Selected Edit Points and Clips. Voilà, la transition s'est appliquée à tous les plans, à toutes les coupes de la timeline. Donc après, il y a vraiment plein de transitions, je t'en montre quelques-unes pour te donner une idée. On poursuit la découverte des fonctionnalités de la cut page. Sur le premier plan de la piste 2, là, la présentatrice regarde fixement la caméra pendant quelques secondes. On va essayer de changer ça, on va sélectionner le clip, puis on va cliquer sur la commande Outils. Et si c'est pas déjà fait, on va cliquer sur Transform. Ce mode, en fait, ça nous affiche toutes les options de contrôle d'une image comme l'échelle, la position, la rotation. C'est l'équivalent un petit peu des paramètres de trajectoire dans Premiere Pro. On va modifier la valeur du zoom de 1 à 1,7. Là, comme la largeur et la hauteur sont liées, quand tu en modifies un, l'autre évolue en même temps. Voilà, et puis ensuite l'idée ça va être de recadrer la composition sur les mains de nos sujets, comme ça on ne voit plus la tête de la présentatrice. Là on peut tout simplement faire glisser directement l'image au niveau du moniteur source. Alors on est assez proche de la valeur de plan d'avant, mais le changement d'axe est quand même assez important, donc on n'a pas cette impression de jump cut. On passe au plan suivant. Là, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais au moment où elle coupe les crevettes, l'action fait un petit peu trembler la caméra. Ça, c'est quelque chose qu'on peut corriger. On sélectionne bien le clip. Toujours dans le menu outils, on ouvre la commande caméra. Là, on a 2 fonctions pour corriger les problèmes liés à une caméra. Il y a la correction d'objectif pour corriger les distorsions et puis une option pour stabiliser les plans. On va cliquer sur stabilisation, ça ouvre différentes options. Généralement on utilise la stabilisation pour adoucir les vibrations mais pour conserver quand même l'allure générale du mouvement. Ici nous on veut supprimer le tremblement mais on veut aussi avoir l'impression d'avoir un plan bien fixe sur trépied. Donc on va cliquer ici sur Camera Lock, puis on clique sur stabilisation pour analyser le plan sélectionné et retirer les tremblements. Ensuite on peut facilement comparer l'effet avec et sans stabilisation, il faut juste désactiver ici le bouton rouge. Autre fonction intéressante, ça va être le changement de vitesse. On va aller chercher le plan de la flambée, on sélectionne bien le plan et dans l'option Tools, on va activer la commande Speed. Là, on a 2 paramètres. Le premier, c'est le pourcentage de la vitesse. Il est sur 1.0, ça correspond à 100% de la vitesse. 0.8, ça serait 80%, 0.5,
pour 50% et ainsi de suite. On va modifier la vitesse à 70%. Le plan s'est bien agrandi et on remarque aussi ça a poussé le reste du montage, c'est parfait. Si on avait changé la vitesse d'un clip en piste 2, là par contre la timeline ne se serait pas étendue, c'est uniquement sur la piste 1. Donc là le changement de vitesse a affecté toute la durée du plan. Si on veut l'effet de ralenti que sur une partie, il faut couper le plan en deux. Donc juste avant que la chef se mette à parler, on va sélectionner la partie droite, puis on va cliquer sur Reset pour réinitialiser la vitesse à 100%. Bon là le changement est un petit peu brut, mais on va dire que ça passe. Après on verra dans une vidéo prochaine comment faire un ramping pour avoir une transition fluide au niveau de la vitesse. Maintenant peut-être que vous avez envie de rajouter du texte pour dynamiser votre montage et ajouter des informations supplémentaires. Tout à l'heure on a vu qu'on avait un menu pour les transitions. On en a aussi un pour le texte, on va cliquer dessus. Donc là on a plusieurs dizaines de templates de titres, de texte. On va aller chercher le Lower Third Simple Vertical One Line, puis on va le glisser par-dessus le deuxième plan de la piste 2. Encore une fois, tu peux le glisser sur une des deux timelines. Le calque texte se remarque assez vite dans la timeline, il est d'une autre couleur. C'est un Lower Third avec une petite animation sur fond de transparence. Bien sûr, on peut modifier le texte, on sélectionne bien le calque, puis dans le menu Tools, on va cliquer sur le symbole du texte, puis sur Open Inspector. Là, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec tous les paramètres de contrôle de base d'un calque texte. On va modifier le texte, on va écrire Prawn and Basil Spaghettini. Bon là, désolé, tout est en anglais, mais vous avez compris que c'est le titre du plat qui est préparé pendant cette émission. Bon après, on peut choisir la police, la position, la taille, la couleur et encore d'autres paramètres. Le changement est déjà validé, on peut fermer la fenêtre. On verra plus en détail l'animation de texte dans un prochain tutoriel. Maintenant, toujours dans cette cut page, on peut aussi ajouter des effets. Il y a justement une librairie d'effets juste à côté de celle du texte. On va cliquer dessus. Donc là, il y a vraiment plein d'effets. Le fonctionnement, c'est le même. On glisse l'effet directement sur le plan désiré. Nous, on va aller chercher un effet de vignettage. Voilà, on le glisse sur le plan en dessous du texte. Alors là, le vignettage est très marqué, mais comme pour le texte, on peut modifier l'effet. On sélectionne bien le calque qui porte l'effet, puis dans les commandes du menu Outils, on va cliquer sur Effet tout à droite et on ouvre la fenêtre. C'est un peu comme l'option d'effet de première, on a bien l'effet vignettage, on peut le désactiver avec le bouton rouge pour comparer avec et sans. Là on va modifier la taille, on va l'alléger un petit peu, on peut aussi changer la couleur, là dans le guide il nous propose du blanc pour avoir quelque chose de plus lumineux, on va faire comme eux, et on peut jouer sur la forme du vignettage, donc on a softness, ça c'est le dégradé, la douceur de l'effet. Maintenant, pour dynamiser un peu ce plan, on peut l'animer. On vérifie que le clip soit bien sélectionné, puis dans le menu Tools, on va chercher le zoom dynamique. Par défaut, l'effet est désactivé, il faut appuyer sur le bouton rouge. Alors là, on a un zoom arrière, il est réglé sur la totalité du clip. On peut inverser le sens du zoom très simplement avec le swap. On a désormais un zoom avant. Tu remarques quand la lecture est en pause, le logiciel affiche toujours le clip à son échelle originale et ce peu importe où est placée la tête de lecture. Le cadre vert correspond au départ du zoom et le rouge à la position d'arrivée. Donc voilà, bien sûr il y a d'autres méthodes pour créer des animations, on les verra plus tard. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait une banque d'effets vidéo, il y a aussi une librairie pour les effets audio. Alors on va placer la tête de lecture au niveau du troisième plan, celui avec la vue de côté. Sur cette caméra, l'audio a été enregistré uniquement sur le canal gauche. On va aller chercher l'effet stéréofixeur pour redistribuer l'audio en stéréo. On va sélectionner le canal de gauche comme c'est celui qu'on veut passer en stéréo. Angel hair pasta. So butterfly, it's a nice enough skill called butterflying. Donc voilà, on vient de voir une grande majorité des fonctions disponibles sur la cut page. On va finir par voir la fonction d'export de cette interface. Elle se trouve en haut à droite, on clique sur Quick Export. Là, avec la cut page, tu as 3 options d'export. Le H264, il est paramétrable en fonction des réglages de ta séquence. Tu peux aussi exporter ton montage directement sur YouTube ou Vimeo. Je vous montre pour Vimeo, ça va ouvrir des préférences. Ensuite, il faut se connecter à son compte.
Après, tu peux choisir ou non d'importer directement la vidéo sur la plateforme. Tu peux entrer une description et choisir la visibilité de ta vidéo. Voilà, donc ça c'est la Cut Page. C'est une nouvelle interface qui est propre à DaVinci Resolve 16. C'est une version simplifiée de la page Edit, mais pas que, parce qu'elle apporte aussi des nouveautés et elle est optimisée vraiment pour faciliter le montage. Notamment si vous êtes sur un ordinateur portable, il y a plein d'options pour utiliser le clavier plutôt que la souris. Et puis si vous avez un écran d'ordi assez petit, l'interface s'adapte à sa taille. Et puis l'avantage, c'est qu'on a un flux de production tout en un. On peut gérer nos médias, faire du montage, on a des effets vidéo, des effets audio, on peut animer un plan, changer la vitesse, le stabiliser. Bref, on a vraiment une bonne base assez complète pour créer des vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va se concentrer sur la page Edit qui est l'interface principale de DaVinci Resolve pour le montage vidéo. Voilà les artistes pour ce premier tutoriel, il y a encore 10 autres vidéos qui vont arriver. Bon, celle-là était un petit peu longue parce que je voulais vraiment faire le tour de la page Cut pour d'emblée vous donner une idée de ce qu'on peut faire sur le logiciel DaVinci Resolve. Mais là, on n'a vu qu'une seule interface et il y en a encore plein d'autres. J'attends vos retours dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de DaVinci Resolve? Est-ce que vous l'utilisez vous actuellement? Est-ce que ça vous donne envie de l'utiliser? Quel logiciel vous utilisez actuellement et pourquoi? Voilà, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires. Ça va peut-être en encourager certains à passer sur DaVinci. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!